et à tous, et merci d'être présents pour cette table ronde sur l'éthique de la publication. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir 4 éditrices de renom dans leur domaine pour exposer la ligne éditoriale de leur revue. Permettez-moi de vous les présenter D'abord, Agnès Mazar-Chapelon, professeure à l'Université de Montpellier, diplômée de l'ESSEC, docteur HDR et spécialiste de la dynamique des systèmes de contrôle dans le public et le non-marchand notamment. Elle intervient en sa qualité d'éditeur associé de la revue Audit, Comptabilité, Contrôle, Recherche appliquée ou ACRA. Then Eva Kraft is professor at HEC Paris, graduate of HEC Lausanne and at the London School of Economics and PhD of the University of Chicago. She will contribute as an editor and associate editor of the European Accounting Review. Puis Célia Lemaire est professeure agrégée à l'Université Lyon 3, membre de l'Institut universitaire de France et spécialiste du contrôle dans le secteur de la santé, entre autres. Elle intervient en tant que co-rédactrice de la revue Finance, Contrôle, Stratégie. Enfin, et non des moindres, Frédéric Desgéant, professeur agrégé A et docteur de l'Université Paris-Dauphine, diplômé de l'École normale supérieure et spécialiste des liens comptabilité et responsabilité sociétale. Elle donnera son regard de co-rédactrice en chef de la revue Comptabilité, Contrôle, Audit. L'enjeu, en doctorat et juste après, c'est de valoriser vos travaux. La thèse est un format assez long. Il convient donc de se tourner rapidement vers d'autres supports. Certes, il y a des revues professionnelles et des supports de vulgarisation. Mais pour progresser, rien ne vaut la relecture par des pairs. Dans ce cas, les lignes éditoriales peuvent vous aider, mais rien ne vaut une présentation par les éditeurs des revues pour faire son choix de façon éclairée. Ainsi, pourriez-vous, s'il vous plaît, brièvement chacune, nous exposer la ligne éditoriale de votre revue? In other words, could you each of you expose the editorial policy of your own review? Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Adrien pour l'invitation. Alors, pendant que Adrien a gentillesse de mettre en place le PowerPoint que je lui ai envoyé il y a au moins 4 minutes, je vais pouvoir vous parler un petit peu de la revue Finance, Contrôle, Stratégie. Ce qui est pratique, c'est que cette revue, il y a beaucoup de choses qui sont dites une fois qu'on dit son nom, Finance, Contrôle, Stratégie. C'est donc une revue pluridisciplinaire qui traite des 3 sous-disciplines des sciences de gestion. C'est lié, c'est un héritage des créateurs. 2 créateurs de FCS étaient en fait en gouvernance, l'un en gouvernance finance et l'autre plutôt contrôle, puis ils se sont dit quand même la stratégie c'est important, donc contrôle, finance, contrôle, stratégie. C'est une revue qui est une revue ouverte, et ça c'est un élément important de l'ADN en fait de FCS, c'est que ça a toujours été ouvert, et donc depuis 2011 vous avez toutes les archives, donc je vous ai mis ici, je crois qu'on le voit, merci, non on ne le voit pas. Si. Non, c'est bien, c'était au début. Voilà, super. Je vous ai mis le lien. Donc, c'est une revue qui est accessible via Open Edition et qui est autonome. C'est-à-dire que la revue n'est pas rattachée à une association. Alors, ça a ses avantages, c'est l'autonomie, c'est la liberté, ça a ses inconvénients. C'est peut-être moins immédiat comme le processus de publication. Mais c'est ça son intérêt. C'est une revue qui se publie en français et en anglais, avec un processus récent de copy editing qui est prévu et qui est internalisé. Si jamais il n'y a pas assez de fonds, on a prévu aussi des aides financières pour les auteurs qui en auraient besoin. Donc ça c'est important pour les doctorants. Donc le scope de la revue, c'est des articles qui traitent de finance, de compta, contrôle, audit ou de stratégie, et qui présentent questions de recherche pertinentes. On accepte des articles empiriques, théoriques, historiques et de littérature. Alors, je vous
vous affiche simplement le comité de rédaction. C'est une revue qui est classée en 3, FNEJ. Et je vous ai indiqué ici les deux opportunités pour la publication, c'est-à-dire qu'il y a des journées de recherche qui sont liées à la revue. Donc, je ferai passer le PowerPoint peut-être pour ne pas prendre trop de temps. On a un taux d'acceptation de presque 25% des papiers. Et donc, on a ce que je n'ai pas indiqué dans le PowerPoint, mais que je vous dis, c'est qu'il y a quand même une grande diversité dans l'accueil des disciplines, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement finance ou seulement gouvernance comme on peut parfois l'imaginer. La finance et la gouvernance, en fait, ça correspond à 50% des papiers. On accepte à peu près 50 papiers par an. Et donc, il y en a la moitié qui est en finance et gouvernance, et donc les autres en contrôle et en stratégie. Moi, je suis arrivée dans le comité éditorial seulement en novembre, et on est en train de reformer l'équipe pour le contrôle notamment, la compta, contrôle et l'audit. Donc, les papiers sont bienvenus. Hi, good morning everyone. I hope you can hear me. Thank you to Adrian and the organizers for inviting me. I'm Pepper Kraft. I'm in my, I think, 4th year and an associate editor at the European Accounting Review. As you see, I'm speaking in English. It's not my mother tongue. My mother tongue is actually German. But if I gave this talk in Germany, even then I would speak in English because our research is so anchored and influenced by sort of the Anglo-Saxon research culture. I don't even know how to say endogeneity in German. So let's, yes. So the European Accounting Review has 5 journals, 8 editions a year. We get over 500 submissions, and it's pretty broad. So people submit for all kinds of methodologies. I should say, I suppose the majority of papers are financial accounting and archival, but we do also get a lot of other papers. We do now have 2 editors who reflect sort of our diversity. One is Amir Amelzadeh from Oxford, who's a more sort of traditional archival person, but we also have Matthias Lane from Tampere, from Finland, who also publishes in AOS and other critical perspective accounting, etc. And we all publish in the European Accounting Review. So our sort of focus is to publish original research papers that appeal to a global audience. We do sort of encourage also young scholars to submit their work. So we do have a young scholar track, which I think is highly relevant for this audience, so for PhD student and non-tenured faculty. You sort of get into this track with then a bit more guidance. There's also an open science track and a registered reports track. These are a little bit more rare, but I think the young scholars track would be relevant. Let's go to the next slide. Thanks. So I mentioned that we have 2 editors who sort of assigning then the papers once they're submitted to a team of associate editors, of which I'm a member of. And we as associate editors have a lot of responsibility. So we have to make sure we find really good referees who can correctly assess the quality and the contribution of the paper. This is sort of where I, for example, spend most of my time on finding 2 people who really know the field and who can sort of make a meaningful assessment of the paper. If this isn't done, then the editor has to do a lot more work. And so it's really important to get this part of the process right. So we always have 2 referees who look at it, and the associate editor sort of makes a decision. Now the editors assign the papers across associate editors according to our sort of fields and expertise, and they also do desk rejections. Now a desk rejection sounds harsh. We heard earlier it's a pretty high rate for your journal, but it's sort of supposed to save everyone time. A desk rejection is not nice, but at least you can move on and maybe target a journal that's more appropriate. I myself have received a desk rejection, not from the European Accounting Review, but from a Journal of Finance, and move on and submit to another journal. It happens. At least they give you the money back. Which reminds me, so the European Accounting Review is associated with the association, and that's why we don't charge submission fees. I think the money comes in via the
sort of membership fees of the association. So our sort of competitive advantage compared to other international journals is we want to be quick. We want to find high-quality reviewers, and we want to make a quick decision. So it's a desk reject, or maybe a reject, or once it goes into revise, resubmit, then as long as the authors sort of do the work, we hopefully can publish the paper. We don't want to be like JAE or JAR, who can reject papers in the 5th round. So that's not our goal. Once we give you an R&R, we believe the paper has potential. As long as the authors sort of do what's asked, we hopefully get to see it published. Shall I talk about this here? We'll get another question, how to be successful for sort of a young audience. It's good now. So I do encourage you to submit to the journal. Let's bullet point. So before you submit, so you don't want to send your first draft. And given this is sort of a doctoral day, I thought I can give maybe some general advice. So don't submit your first draft. Have a paper that's been sort of workshopped around, where you presented at conferences, where you've gotten feedback. So it's not your first draft, it's something that sort of some people have read and gotten your feedback on. And you want to be sure your abstract and introduction are really convincing. No typos, and really clearly laying out what's new about your paper. What's the gap in the literature, and what are you trying to address here? What question are you answering, and why is this interesting? This is very difficult to do, but this is so important. Most papers, I think, get rejected for lack of contribution. So this is where the work has to go. We are not looking for long literature reviews. We don't want to see that you read all the papers on this topic, but we want to see how it fits into the literature and what it adds to the literature. And if it's sort of a quantitative paper, you want to make sure that the methods are correct and you label your tables correctly, etc., etc. So typos in the paper are sort of programmatic. It's sort of questions. Later, I think we'll talk about ethics. It sort of maybe questions, are there errors in the code? So you want to make sure the writing is very nice. Let's go to the next slide. Yes, so the next point. Okay, so when you submit it, you want to make sure it's a really nice draft, or the sort of formatting is correct. And then when you do get a reviewer's report, two reviewers' report, do take them to heart. So it's also advice for myself. I get the referee report. No matter what the recommendation, you want to read it carefully and then take a few days to decompress. Because it's always a lot of work, no matter what. Even good news, if it's an R&R, it means you have to do a lot of work. So you take some time to decompress, to really think about it, to calm down emotionally, and then you see what you can address. Even if it's a rejection. Why? There's two reasons. One is very simple. If you submit it to another journal without having sort of addressed the criticism, the same referee might get the paper. It happens to me. I see it from all perspectives. Sometimes as a referee, I serve on the same paper for different journals. So you want to make sure that you sort of address the referee's points to the extent that they're addressable. And second, they probably raise good points. These are your colleagues in the field who want to help make the paper better, and they point out the flaws, and to the extent that you can mitigate them, it will make paper stronger. So don't just get the rejection, turn around and submit it to another journal right away. Read the referee report and see what you can do to address no matter what the recommendation. Little bit about who are the authors of the papers that are submitted. So we have basically all the countries, the top countries of paper submissions. You see it's mostly the Anglo-Saxon countries, and China, and Germany, and France. We have a lot of upside potential here. So I think probably my papers might be in there because I'm now affiliated in France. So this is not the original, the ethnic origin, but I think it's where the papers, where the authors are affiliated with. But here we have a lot of potential. Go to the next slide. No, remember, 1.4% of all authors are based in France. For the acceptance rates, now in the next slide, 3.9%. So this is a high yield. So people in France seem to be doing well, so I would encourage you to sort of consider our journal for your work. And then one last slide to really stoke the enthusiasm here. So Bea, the last editor before Matthias and Amir, Bea was the editor, she's from Madrid. She started having annual conferences again. The first one was in Madrid, this year it was in Castellón, and next year it will be in Paris.
So you should all come and attend the conference and even better submit your papers. It's a really nice conference. It's pretty international. There's usually 6 papers with 6 discussants, and we can have sort of a good discussion about the paper. So it's great to get feedback on your paper, to progress it forward, and also to see what other people are working on. Yes, so do have a look at the call for submissions for more details, but I think I want to end on this note at this point. Sorry to take so much time. Bonjour à tous. Merci beaucoup Adrien pour l'invitation. Merci aussi aux organisateurs du congrès. Donc moi je vais vous parler de la revue Comptabilité contre l'audit. Voilà, il y a plusieurs anciens rédacteurs en chef dans la salle. Voilà, donc c'est la revue de l'association, une des 2 revues de l'association. Donc je suis l'une des rédactrices en chef. Le deuxième c'est Paul André, qui est aussi présent ici dans la salle. Donc, je peux présenter l'équipe très rapidement. Nous avons aussi 2 éditrices associées, Nathalie Gontier-Besacier et Aziza Lagassier. Voilà, c'est l'équipe. Nous terminons cette année, donc fin 2024, notre 2e mandat, une période de 4 ans. Claire Dandran, qui est ici dans la salle, et Sophie Auducé-Poulier vont prendre le relais sur la rédaction en chef de la revue. Alors en quelques mots, la revue CCA-AAC, c'est une revue qui aujourd'hui, d'où donc le site de CCA-AAC, auquel on est pour l'instant encore peut-être un peu moins, avec lequel on est un petit peu moins familier. C'est une revue qui est devenue complètement bilingue depuis 2022, à savoir que tout papier donc, qui est envoyé en français sera traduit en anglais, et tout papier envoyé en anglais sera de même traduit en français. Donc c'est un nouveau mode en fait de diffusion. La revue est elle-même disponible aujourd'hui uniquement en version électronique. L'idée d'avoir une revue totalement bilingue, c'est aussi pour faciliter sa visibilité à la fois dans la francophonie et aussi au niveau international. Cette particularité nous a été permise par justement l'association, donc la revue elle est supportée par l'AFC. Nous avons pu mettre en place ce mode de traduction grâce au soutien financier de l'AFC. Donc c'est une traduction qui n'est plus supportée aujourd'hui par les auteurs. Voilà, c'est aussi important de savoir qu'on peut soumettre en anglais ou en français dans la revue. Nous publions 4 numéros par an, là aussi depuis 2022. Nous avons un numéro spécial, donc 3 numéros classiques, mars, juin, septembre, et en décembre, un numéro spécial. Donc là, le 3e va apparaître en décembre 2024. Ce numéro spécial, il est issu des conférences annuelles de la revue. Donc là aussi, je vous incite à regarder le programme de ces conférences. Il y a un symposium demain qui va venir nourrir la prochaine conférence annuelle sur le thème de l'éthique dans les chiffres. Voilà, et donc cette année, la conférence était sur l'innovation dans le champ combat contre l'audit. Voilà, comment est-ce qu'on fonctionne? En fait, on a un appel à communication. Cet appel à communication vous permet de présenter un papier dans une conférence. Généralement, c'est en février. La dernière a eu lieu en février 2024. Donc, ces papiers sont travaillés sur place, c'est-à-dire en session, en direct. Et ensuite, il y a un processus de révision, comme on l'a dans les numéros classiques, donc une révision en double aveugle, qui se poursuit, qui fait suite justement à la sélection des numéros pour la conférence, et nous publions environ 4 papiers pour le numéro spécial, donc en lien avec la thématique de la conférence. Donc on est environ sur 12 à 13 articles par an, plus un éditorial qui est publié dans ce numéro spécial. Donc c'est une revue qui est complètement ouverte au champ, comme le disait Célia, voilà, là aussi on a fait un titre qui est parlant, comptabilité contre l'audit, voilà, donc des problématiques qui permettent d'identifier ce triple champ.
Une ligne éditoriale qui est ouverte à plusieurs approches, je dirais à toute approche, toute méthodologie qualitative, quantitative, approche historique, approche empirique, des revues de la littérature aussi également. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas se censurer a priori sur sa thématique ou sur son approche. Quoi dire de plus par rapport peut-être à ce qui a été dit sur les deux revues précédentes? Il y a aussi chez nous une volonté effectivement de faciliter, ou en tout cas d'inciter les jeunes chercheurs, puisque la table ronde s'adresse aussi en particulier à vous, les jeunes chercheurs à soumettre leurs recherches issues de leur thèse. Donc en fait, dans ce processus-là, notre rôle en tant que rédacteur en chef ou en tant qu'éditeur associé, c'est de vous accompagner aussi, puisqu'en fait, les évaluations, elles sont faites au moins par deux évaluateurs. Ça nous arrive parfois de solliciter un autre regard, quand il y a par exemple divergence ou de notre côté quelques hésitations. Donc là, à partir de là, notre rôle, c'est aussi d'accompagner l'auteur, voilà, avoir un regard nous-mêmes sur les évaluations, pouvoir expliciter un certain nombre de points. Et l'idée, c'est d'avoir ce regard bienveillant sur ces jeunes recherches. Et donc, j'attire votre attention sur l'importance aussi de bien rédiger les lettres d'accompagnement. Quand on soumet à la revue, il y a une rubrique qui est lettre d'accompagnement, où là vous vous adressez au rédacteur en chef, peu importe à l'un des deux, et vous expliquez d'où provient cette recherche, voilà, si elle a été présentée, et au-delà de ça, vous montrez, vous expliquez en quoi c'est une recherche originale, mais ça permet aussi déjà dès l'abord, avant même la lecture du résumé, de l'introduction et de la suite de l'article, de pouvoir bien positionner votre recherche. Et ça, c'est souvent un point faible des premières soumissions que l'on peut faire, que de négliger cette lettre d'accompagnement. Voilà, donc ça, c'est un conseil important, il me semble. Et pour aller dans le sens de ce que disait Pépa sur le fait de prendre le temps quand on reçoit un review, quel qu'il soit, que ce soit un desk reject ou la révision majeure par exemple, ou un rejet, c'est important de pouvoir prendre le temps de la relecture, de l'échange aussi avec des collègues, avec des co-auteurs. C'était dès le départ de notre premier mandat, on a mis progressivement en place une procédure d'appel qui permet justement aux auteurs, après un certain temps, une période de 1 mois, l'appel peut être fait entre une période de 1 à 3 mois, de solliciter l'avis d'un autre rédacteur en chef sur la décision qui a été faite. Mais il nous a semblé important de laisser justement ce temps, comme un temps de repos, un temps de réflexion, avant de pouvoir discuter sur la décision qui a été faite dans la revue. Donc voilà ce que je peux dire en quelques mots sur notre politique éditoriale. Merci Adrien, merci à mes collègues pour l'échange et merci aux organisateurs pour cette invitation. Que dire sur Atrage? Donc, je suis Alexandra Chapon et donc je co-dirige depuis 1 an avec Lionel Touché qui est dans l'assistance ici cette revue qui est la deuxième revue de l'association, deuxième dans la chronologie puisqu'elle est née en 2018 et est classée depuis 2 ans maintenant. Voilà, le temps passe, en 4 ans, le temps passe, je ne sais plus où j'en suis. Et donc, cette revue, son scope, c'est la recherche appliquée. C'est audit, comptabilité, contrôle, recherche appliquée. Et donc, c'est une revue qui est francophone, pour un public francophone, destinée aussi à des praticiens. C'est sa spécificité,
puisque l'idée c'est de donner accès à des publics qui ne sont pas toujours forcément académiques, à la recherche et aux résultats de recherche à l'impact sociétaux. C'est la raison pour laquelle les articles qui sont publiés dans cette revue qui paraît 3 fois, comme CCA, en libre accès, sur thème, alors c'est pas tout à fait le même cadencement, hein, mais voilà, ça suit la même chose. Et bien, se publie donc des articles courts, et ça c'est un point essentiel, puisque c'est souvent des motifs d'intérêt, puisque je m'adresse aux jeunes chercheurs que vous êtes, quand vous avez une matière telle qu'une thèse, comme l'a dit Adrien, qui est avec beaucoup de matériaux tant théoriques que empiriques, un des enjeux, c'est d'arriver à le synthétiser. Et cet effort de synthèse qui passe par la longueur du papier est loin d'être évident à faire, mais est très formateur pour réfléchir vraiment à la contribution de votre travail en matière applicative de la recherche. C'est la raison pour laquelle les papiers purement conceptuels dans la revue ne sont pas publiés. Il faut avoir vraiment une interrogation sur des contributions empiriques, et c'est des papiers comme les revues de littérature qui peuvent être publiés dans CSA ne seront pas dans notre revue, à moins qu'il y ait une réflexion de la part de l'auteur sur sa contribution pour des mondes académiques. Donc ça, c'est un premier point très important en matière de conseils que je pourrais vous donner à vous, jeunes chercheurs. Donc cet exercice-là nécessite d'être malgré tout très rigoureux. Ce n'est pas parce qu'il y a une visée applicative, comme dans son nom et dans le scope de la revue, qu'il faut négliger la partie conceptuelle, méthodologique. Donc cet exercice-là est, je pense, très formateur. C'est la raison pour laquelle je vous encourage vivement à soumettre vos papiers dans notre revue, qui a un taux de sélectivité de 33%, avec quand même, il faut savoir, du fait de la maladresse et du manque d'acculturation de la communauté, souvent peu expérimentée, on va dire, en se disant que c'est la deuxième revue de la FC, je commence par là, et puis dans une stratégie de publication, on arrive à avoir beaucoup de descriptions, ce qui est dommage parce qu'il y a vraiment un effort, des papiers très attractifs et très intéressants, et qui pêchent par leur forme. Donc je rejoindrai ce qu'ont dit les collègues ici. Il faut vraiment veiller à travailler un papier dans la ligne éditoriale, ne serait-ce que sur le plan de la forme. C'est un point sur lequel on peut être surpris quand on est en responsabilité, comme je le connais depuis récemment dans une revue, du manque de maturation de papiers qui sont envoyés. C'est quand même l'aboutissement d'années de travail, de mois de réflexion et de maturation. Et c'est dommage de ne pas arriver au bout du processus, puisque l'idée, quand même pour nos éditeurs, c'est d'accompagner à la publication, à la diffusion de la connaissance de notre production scientifique. Donc ça, c'est un point fondamental sur lequel je voulais revenir. Dernier point, c'est une revue francophone. La francophonie, ce n'est pas la France. Ça va bien la France. Donc, nous avons beaucoup de soumissions, et j'invite les auteurs, chercheurs de la communauté francophone à publier et à soumettre dans notre revue. Il faut aussi réfléchir en termes de contribution
communauté en CCA quand on est dans cette dynamique-là. Donc, c'est l'idée de la jeunesse de la revue, le caractère plus récent et le fait qu'elle soit complémentaire à CCA est une opportunité pour vous, jeunes chercheurs, une façon de commencer à diffuser votre recherche et d'avoir une stratégie de publication complémentaire aux possibilités qui vous sont offertes, tout en étant attentif à la maturation de votre projet. Et c'est la raison pour laquelle je te rejoins sur la lettre d'accompagnement qui est un vrai effort de mise en lumière de votre projet et de compréhension de d'où il vient et comment il s'articule avec votre dynamique de recherche académique plus large. Voilà. Je vous remercie. Merci à toutes pour cette présentation personnelle de la ligne éditoriale. J'espère, du moins moi je vois mieux, mais je pense que la plupart des doctorants et postdoctorants ici voient mieux ce qui est sous les lignes éditoriales. Dans un second temps, j'aimerais aborder avec vous un sujet important pour eux, pour les doctorants et postdoctorants, comme pour nous tous, à savoir que l'on soit collègue, que l'on soit relecteur, éditeur, l'éthique dans la publication. On a tous rencontré des dilemmes éthiques. Par exemple, peut-on et doit-on relire le papier de son doctorant ou d'un collègue dont on est très proche? Autre problème qui peut se poser, du moins qui a été posé à ma conscience à un moment donné, c'est par exemple un relecteur ou un éditeur me dit de citer un papier parce qu'il a envie d'augmenter son impact factor ou l'impact factor de cette revue, dois-je le faire? Donc pourriez-vous s'il vous plaît nous parler d'un fait éthique dans la publication de votre revue d'intérêt pour notre communauté? In other words, could each of you discuss? J'ai repris la définition qui est proposée par Marion Brévaux. Le document ne s'est pas mis à jour. Alors voilà, une bonne illustration d'un truc pas éthique, c'est que c'est Marion Brévaux qui l'a écrit, que j'ai pas écrit son nom. Mais c'est bien ça. Elle l'a dit en fait l'année dernière à la conférence de l'AFC. Et je rejoins cette définition-là de l'éthique, en fait. Et le problème de l'éthique, c'est qu'on a des normes, mais on a aussi des valeurs. Et là, quand on est au niveau des normes, on transgresse ou on ne transgresse pas ces normes. Donc quand elles sont explicites, c'est plus facile. Mais au niveau des valeurs, c'est plus compliqué parce qu'on actualise en fait des idéaux et puis on a un respect des valeurs qui n'est pas binaire. On le fait ou on ne le fait pas, c'est plutôt, ça s'apprécie au niveau des degrés. Donc ça rend les choses plus difficiles, l'éthique. Parce que notamment, pour articuler, donc, comme elle le propose dans sa définition, le bien et le mal et le juste et l'injuste, on n'a pas quelque chose de binaire. Et donc c'est plus facile quand c'est explicite. Alors, notre métier d'enseignant-chercheur, globalement, tient uniquement sur l'éthique. Quand on y pense à tous les niveaux, à toutes les activités, finalement, il y a l'éthique de l'enseignant-chercheur est centrale. Toute notre communauté tient là-dessus, à la fois pour les recrutements, pour les promotions, pour la publication, pour la manière dont on va citer les sources, mais aussi comment on va organiser nos cours et les donner aux étudiants. À chaque fois, il y a des questions éthiques que je ne développerai pas là, mais qui sont très importantes et qui sont centrales. On a une charte éthique dans FCS, dont j'ai mis le lien ici, et qui va aborder un petit peu ce que tu as dit, à la fois les dimensions relatives qui sont sous la responsabilité du comité éditorial, des réviseurs, des auteurs. Donc c'est détaillé, vous pourrez regarder ça. Et ensuite, je voulais aborder avec vous donc, quelques points. Alors, le premier point, ça concerne donc, le processus de révision. Ce que j'identifie comme tension, c'est une tension entre l'expertise et le conflit ou les liens d'intérêt. Donc, c'est un petit peu ce que tu disais. Est-ce que je révise le papier de mon doctorant? Est-ce que je révise le papier de mon co-bureau ou bien de mon collègue et ce, d'autant plus si c'est un collègue que j'apprécie moins. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Alors,
on a 2 révisions, ça c'est au moins 2 révisions dans toutes les revues académiques, c'est pareil, il y a au moins 2 réviseurs. Donc on se dit que peut-être il y a un petit peu de dilution de ce problème-là, mais ça ne suffit pas. On a un contrôle par le comité éditorial qui permet de choisir des réviseurs qui nous semblent à une distance suffisante des auteurs, tout en restant des personnes qui puissent répondre de manière éclairée et avoir une révision qui soit utile en fait pour les auteurs. Donc on veille au respect de cette tension pour que ce soit une tension positive. Et puis, alors un peu à côté de ce problème-là, en discutant avec les collègues, parce que finalement, cette question éthique, je l'ai abordée de manière explicite grâce à cette table ronde. Et ce qu'on a comme intention, c'est d'éviter les tours multiples, c'est-à-dire les 3 tours et puis s'en va. C'est une autre dimension de l'éthique dans la publication, mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est douloureux. Ça rejoint un petit peu ce que disait un peu tout à l'heure, c'est que c'est vraiment difficile pour les auteurs et finalement, ça fait beaucoup travailler les auteurs pour rien à la fin. Enfin, rien à la fin, pas de transformation de l'article et donc de publication, donc voilà, à côté. Je voulais aborder aussi la question du plagiat. Alors de façon un peu indirecte, vous dire qu'il y a beaucoup de sortes de plagiat. Je vous invite à aller voir l'Institut de recherche et d'action sur la fraude et le plagiat académique, le travail de Michel Bergada et de tous les collègues qui travaillent là-dessus de manière intense. Et j'avais découvert à cette occasion des différentes formes de plagiat. Par exemple, le plagiat du bon élève, le bon élève qui répète très consciencieusement ce qu'il a appris, eh bien, en fait, ça peut conduire à du plagiat. Donc ça peut être un souci. Dans FCS, on a eu un cas, donc pas moi en fait, je n'ai pas connu ce cas-là, mais on a eu un cas de plagiat où en fait ça a été détecté par le comité éditorial. L'article a été reçu, il y a eu un soupçon de plagiat, il est passé dans un logiciel qui s'appelle Compilatio pour voir ce qu'il y avait eu comme taux de plagiat. Le plagiat a été avéré et on a contacté les auteurs pour voir ce qui s'était passé. Et visiblement, il y avait eu un raté dans la supervision d'un travail. Donc il y avait un travail qui avait été... il y avait plusieurs auteurs. Un travail d'un plus junior qui avait été mal supervisé par un plus senior. Et donc avait laissé passer cette notion de plagiat. Donc l'article n'a pas été publié. C'est le seul que j'ai... c'est le seul dont j'ai eu connaissance. Autre problème avec l'éthique, à mon sens, c'est ChatGPT et les autres outils d'intelligence artificielle générative. Ici, on a une tension aussi éthique, un peu, entre l'utilisation vertueuse de l'intelligence artificielle qu'on ne peut pas nier et la propriété intellectuelle. Donc on est en phase de découverte, on ne sait pas encore ce qui se passe. Précisément comment faire en fait avec l'intelligence artificielle. Peut-être que certains d'entre vous ont vu passer le papier dans JMS sur le fait qu'on peut en fait utiliser ChatGPT pour tout, sauf pour les révisions. Donc pour les revues de littérature, pour tout, on peut l'utiliser pour tout, mais pas pour les révisions des articles. Donc c'est intéressant. Et il y a des colloques sur le sujet, donc c'est pour ça qu'on est encore en phase, donc là je vous ai mis un lien. On a une piste dans FCS, c'est de demander des jeux de données qu'on ne diffuserait pas, qu'on supprimerait à l'issue du processus de publication. Mais alors là, c'est une idée qui est née à l'occasion de l'organisation de cette table ronde. Donc c'est pas fait encore. Mais ce serait une piste. Yes, so ethics and trust are, of course, of paramount importance in the publication and in the research process. And I think maybe 20, 30, 40 years ago, when the field was much smaller, it was easier to trust the network of smaller people knew each other. But now in this very global and competitive field, when I talk about maybe two policies that we are sort of implementing at ERR to enforce more ethical behavior. So I'm a data person, I'm not a philosophy major, so I went to the Retraction Watch database and got some data about retracted papers. So these are really the most extreme cases of fraudulent behavior. I checked the accounting journals,
European accounting was not among those, but we see some pretty extreme cases here. So I guess two things here. One is some people have fabricated data. So James Hunton from Bentley here, I think, is sort of really was even well known in the popular press. He had in the end 37 papers retracted, including papers across all these top journals. So he basically fabricated proprietary data, and someone found out, oh, the audit firm that he was purportedly investigating actually didn't have that many offices. So some really stupid mistake, and he was found out. So I knew about him before I looked at this, but what I'm surprised, there's another person on this list, there's several people on this list. One is Robert Libby at Cornell. He's still around, he's a scholar, and he had 6 papers retracted. So for me, it's very, very shocking. And I mean, he's at the end of his career, maybe it doesn't impact him so much, but we also have the case of 2 young guys, Andrew Bird and Steve Paroli from TAR, who had their paper retracted from TAR, and then the Review of Financial Studies a warning issued there. So these things are really, really severe, and I don't know how these things can happen. I mean, James Hutton probably was fraudulent and he just fabricated data. But sort of what can we do to sort of fall into this trap? Huh? And if you read the press, there are blogs out there that try to replicate and see what people find that things don't replicate. Part of it is the normal scientific process, but sort of one thing I guess that we as researchers sort of can do sort of increase the transparency. So I wrote here a slide on the data and code. I would say this is WIP, work in progress. So this is not the final policy, but these are sort of our thoughts. At least for papers that use data, we want people to be very transparent about it. Who worked on the data? How was the data collected? Can someone replicate sort of the various steps and getting to the results? And do the author sort of take responsibility for that? And even do we put this into a repository? Now this is sort of the most extreme or the more stringent version of the policy, and there's some pushback against that. People maybe don't like to share their code. So we don't have this policy in place yet. Ideally, people maybe do put their code in a repository and publish sort of a data statement online. But what I currently do when I accept a paper, I at least tell the authors, have someone go over your code and make sure there are no mistakes. I do this in my own research. I have usually a PhD student go over the code before the paper is finally published. And they usually find something. Hopefully it's a small thing, it doesn't really change the results, but there will be an error in there, and it's good to have another set of eyes. So at the least you can do that, sort of replicate your own result with someone who is a step away from the paper. So that's one big one. I'm not talking about plagiarism, but I also have a slide on AI. So this is also evolving. So here the goal is sort of not to outlaw AI or ChatGPT, but to have people be transparent about it. If you're going to use it, be transparent about it and make sure you provide all the right citations. And we want you sort of to be transparent in 2 places. There should be a separate statement on what you did with AI, and second, even in the acknowledgement sections, you want you to say, okay, which tools did you use? And what is not allowed is you cannot use ChatGPT or AI as a co-author. So we want the human element. It's just still a machine, might be very smart, but we want sort of the human judgment to take responsibility and to judge what has been put out. So this is sort of where we are currently stand. These are evolving, but it's sort of, I guess, getting at authors being transparent about their data and about the use of AI. Now, even if you don't ever want to submit to the EAR, I would still recommend being very transparent with your data and have a very, very clean code, because other journals might require you to do that. Or maybe someone will come after your paper, so you want to make sure your code is there and you can share it with the world if need be. So I think that just any project you start, have very clean code if you're doing coding. Alors en fait, cette question de l'éthique dans la table ronde, ça nous a permis, à nous aussi, au sein de CCA-AC, de pouvoir un peu plus peut-être se questionner, enfin, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on entend dans l'éthique des collègues, qu'ils soient contributeurs, qu'ils soient évaluateurs. Parce qu'on se rend compte qu'on part du principe, et c'est un peu aussi ce qui conduit, je pense, notre comportement à tous
d'enseignants-chercheurs, de docteurs, doctorants, voilà, cette idée qu'il y a une éthique dans la recherche et que, a priori, les collègues travaillent bien et les auteurs ne vont pas dans des démarches de plagiat. Et donc, à partir de là, se pose la question, effectivement, de la tension dont parlait Célia, et qui est aussi, au départ, hein, c'était un peu la question qu'Adrien nous posait, comment est-ce qu'on fait pour choisir un évaluateur entre le spécialiste du domaine et, a priori, quelqu'un qui, justement, peut connaître, notamment quand le champ est étroit, pour connaître le contributeur. En fait, déjà, dans l'éthique de la revue, le point de départ, je pense que c'est la constitution du comité éditorial indépendant, représentatif des institutions à la fois françaises, internationales, une multiplicité d'appartenances, voilà, pour avoir un vivier. Et au départ, il appartient au rédacteur en chef ou à l'éditeur associé, sans doute d'éviter d'envoyer des papiers, on parlait du collègue ou du doctorant, d'envoyer des papiers à un évaluateur qui serait dans la même institution que l'auteur. Ça, c'est relativement facile, enfin, c'est facile à identifier. Donc, on a quand même des jalons aussi au départ qui nous permettent d'essayer d'isoler les liens entre le relecteur et le contributeur. Ensuite, pour ce qui est de la citation, effectivement, la question peut se poser, mais ceci dit, nous, on a, lorsque l'article est accepté, une recommandation que nous faisons aux auteurs, à savoir de faire en sorte que les papiers, dans les 2 dernières années, et ça c'est pour une question aussi de citation, que les papiers publiés dans les 2 dernières années dans la revue soient cités dans le papier. Il se peut qu'il y ait un papier de l'évaluateur, et ça en fait ça ne pose pas de problème. Et de la même façon, si l'évaluateur est spécialiste du champ, moi il m'apparaît normal qu'il demande voilà, à ce qu'à un moment son papier fasse partie par exemple de la revue de la littérature. C'est aussi ça l'expertise. En fait, pour rester sur cette question de l'évaluateur, nous, on n'a pas eu de cas, en tout cas dans ces 4 années, on n'a pas eu de cas de plagiat. Mais sur la question des évaluateurs, hein, c'est une réflexion que l'on a. Il nous arrivait une fois qu'un évaluateur de lui-même, et ça l'éditeur ne peut pas savoir, mais qu'un évaluateur de lui-même nous signale qu'il avait déjà évalué le papier pour une autre revue qu'il avait refusée. Évidemment, puisque le papier était envoyé à notre revue, que le papier n'avait pas changé et qu'il ne souhaitait pas évaluer à nouveau le papier parce qu'il ne voulait pas lui enlever toutes ses chances, parce qu'il avait aussi peu de chances que lui-même change d'avis. Et ça fait partie de l'éthique du collègue en question, et nous on n'a pas, dans le cadre de la revue, de possibilité de contrôler ce type ce type d'éléments. Tu parlais aussi, Célia, du fait que parfois, c'est un collègue dont on peut apprécier moins les recherches, ça c'est pareil, hein, on n'est pas forcément conscient de ce type de choses. Et sur la question des plagiats, si nous n'avons pas de cas dans la revue, je me souviens d'une des dernières discussions dans les réunions de la FNEJ, les réunions des rédacteurs, où en fait il avait été évoqué la possibilité de créer un groupe ou une plateforme où justement quand il arrive ces exemples-là, tous les rédacteurs en chef des revues qui sont représentées à la FNEJ puissent être au courant, pour que le papier entre guillemets circule et que le cas de plagiat ne puisse pas se répliquer dans une autre revue. Voilà, les discussions ont été, je pense, restées là, mais voilà, c'est effectivement du côté des auteurs un point important. Et après, il faut revenir évidemment sur la question de l'intelligence artificielle. À partir du moment où il y a cette possibilité de fabriquer des données, la question se pose aussi. Tu disais, une des solutions, c'est de communiquer les données. La question se pose, comment est-ce qu'on vérifie la véracité des données, même si
Voilà, on les a en brut, hein, sachant que on sait qu'on peut, avec l'intelligence artificielle, créer des verbatims en totalité. Merci Frédéric. Donc voilà, beaucoup a été dit déjà. Alors, moi il me semble qu'il ressort en fait globalement en matière d'éthique de ce qui est dit et non dit. On a parlé de règles, de valeurs et de confiance, et puis de transparence. Et donc, en tant qu'éditeur, on navigue autour de ces chartes qui permettent de formaliser une ligne de conduite et ce que l'on ne connaît pas de l'histoire des papiers et de l'histoire et des liens que peuvent avoir les auteurs avec une communauté. Donc quand c'est clair et visible, les questions qui peuvent être problématiques sont désamorcées d'emblée. Là où ça devient complexe, c'est quand on ne le sait pas. Donc un point essentiel, c'est effectivement cette nécessité de transparence qui passe déjà par la lettre d'accompagnement et dans le papier tous les éléments qui peuvent mettre en évidence le caractère rigoureux du travail qu'il fournit. Et puis après, il y a ensuite des comportements qui peuvent être liés à des délibérés ou involontaires. Et c'est là où on est dans la zone d'ombre, ou un peu grise, où nous, en tant que rédacteurs, éditeurs, on doit faire des arbitrages. Donc, quand un évaluateur, comme tu l'exprimais, fait remonter une situation qui peut lui apparaître problématique, la transparence et le questionnement ne se pose pas. Quand un auteur met en avant tous les éléments, il n'y a plus de soucis, on peut avancer. C'est quand nous, on arrive à diagnostiquer une situation où il va falloir faire là des arbitrages ex post. Et ça, c'est compliqué et problématique, et d'où l'enjeu de mettre en commun, en matière de plagiat, ces réflexions partagées autour de bases communes de connaissances, mais ça fragilise beaucoup, quelque part, la communauté. Et donc, je pense qu'il y a quand même une formation, et comme le disait tout à l'heure Julia, l'idée que ça fait partie aussi de ce que l'on est en tant qu'enseignant-chercheur, un questionnement récurrent, mais qui peut parfois amener les uns ou les autres à être distanciés par rapport à ce questionnement, parce que dans une pratique qui peut être parfois déconnectée de code, en fait, du non-dit. Et pour le dire clairement, je parlerai d'un cas récent, ça fait peu de non, alors que ce n'est pas un cas de plagiat, mais un cas de resoumission d'un papier qui avait été rejeté avec une proposition de resoumission, et la resoumission arrive, mais il n'y a plus les mêmes auteurs, et la resoumission ne répond pas aux demandes qui avaient pu être exprimées par les évaluateurs à un moment donné. Donc quelque part, l'auteur là n'est pas transparent, puisque dans la lettre d'accompagnement n'indique pas clairement l'évolution du papier sans faire une résolution. Et donc là, on est bien dans un problème de comportement qui, alors que je ne qualifierai pas de non éthique,
mais qui nous pose, nous, en tant qu'éditeurs, une question éthique. Comment on gère ce papier-là qui est pas clair dans sa façon de se repositionner. Et donc je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'éditeur à l'égard de la communauté, voilà, à l'égard de notre pratique de chercheurs. Et ça, c'est un travail et un engagement personnel. Une responsabilité à l'égard des auteurs et une responsabilité également à l'égard des évaluateurs qui, on a parlé d'évaluateurs qui pouvaient avoir des liens ou pas avec l'auteur et avoir un regard plus ou moins constructif, on va dire, et critique dans la production de connaissances, mais nous aussi en tant que rédacteurs, on a une responsabilité éthique à l'égard d'évaluateurs qu'on sollicite et qui font vivre notre production commune de connaissances scientifiques, qui est de tenir compte de leur travail et de leurs propositions. Et ça, c'est un point essentiel. Et quand on disait, ben voilà, ça a déjà été dit, quand vous resoumettez à notre revue sans avoir tenu compte, en disant, ben, le papier a été rejeté, premier tour, ben, c'est pas grave, je le renvoie tel quel à une autre revue. Maintenant, on est une communauté, et ça, c'est voilà, éthiquement quelque chose qui pose question, pas par rapport à soi, mais par rapport également à la communauté, aux autres évaluateurs. Voilà, merci. Merci beaucoup à toutes pour votre éclairage. J'espère que ça va stimuler des bons comportements et éviter des mauvaises pratiques, notamment les plagiats. Alors, je pense qu'on va laisser la parole à la salle, parce qu'on avait laissé passer un petit peu la montre, mais ce n'est pas très grave, on a commencé en retard en même temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sachant que c'est un thème, je pense que tout le monde peut intervenir. Alors, je suis Claire Dambrun, et moi j'aurais une question en tant que, dans la casquette directrice de thèse. Je me retrouve parfois confrontée à des doctorants et doctorantes qui font des terrains qualitatifs, un seul cas, une ethnographie, et qui donc à partir d'un seul terrain cherchent à faire plusieurs publications, et qui me posent la question de quel est le degré d'overlap que je peux assumer de façon éthique sur mes différentes publications. Donc, est-ce que vous avez des repères, vous, en tant qu'éditeur, en tant qu'éditrice, sur qu'est-ce qu'on peut accepter? C'est-à-dire, il peut y avoir une quote qui peut être intéressante à mobiliser dans un autre papier, sur un autre, avec un autre regard théorique, avec une autre question de recherche. Voilà, où commence le plagiat, en fait, en termes de proportion. Si on parle en termes de quantité, moi j'ai tendance à leur répondre en termes de qualité, c'est-à-dire ça dépend quand même de la question, du cadre théorique, enfin voilà. Mais il y a quand même cette peur chez les doctorants d'avoir trop de quotes qui se retrouvent, quand ils font du quali, dans plusieurs publications. Et j'imagine que dans les études quantitatives, il peut y avoir aussi des problématiques de réutilisation, je ne sais pas, mais de degré de réutilisation d'une base de données, par exemple. Moi, c'est pas une réponse qui est forcément directe, mais je pense qu'effectivement, la question, c'est avant tout la qualité. Notamment quand on soumet à une revue ce qu'on pourrait appeler une queue de recherche, c'est-à-dire on a visé certaines revues et avec quelques données restantes ou avec à la limite la totalité des données, on essaie d'amortir entre guillemets la recherche avec un angle qui va forcément, donc je pense que c'est ça que tu veux dire quand tu parles de qualité, avec un angle d'attaque, avec une vision qui n'est pas forcément intéressante ou avec une contribution à la marge. Évidemment, généralement, on ne le voit pas dans la lettre d'accompagnement, mais on le sent justement parce qu'on va avoir une ampleur de données donc importante, mais une contribution qui est particulièrement étroite. Et là, je pense que c'est ça qui est gênant en termes éthiques pour moi.
Merci pour la question. Je suis aussi confrontée à ce problème-là, et même pour mes recherches à moi, pas que mes doctorants. Et en fait, il y a quand même une inégalité fondamentale entre le quanti et le quali, un peu déjà. Et parce que voilà, il y a certains chercheurs quanti qui changent une variable et puis ça refait un nouvel article avec une autre vision, et c'est tout à fait légitime et je ne discute pas. Mais quand on fait un terrain quali, on sait à quel point c'est long de collecter des données. Et c'est vrai que c'est un problème. Alors, j'aurais tendance à dire que s'il y a quelques verbatims qui sont présents dans plusieurs articles, c'est pas choquant. J'ai déjà lu des travaux de recherche de personnes qui avaient publié dans de très bonnes revues sur des terrains. Ça se voyait que c'était les mêmes et on avait des approches proches. Mais je ne trouve pas ça choquant parce qu'il y a une interprétation différente et puis un angle de vue qui peut être différent, avec un contexte qui peut être différent, un cadre théorique différent, et donc une contribution différente. Donc là, je te rejoins complètement, Frédéric, en disant que si on a une contribution qui est différente, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais si ce n'est pas le cas, c'est plus un souci. Personnellement, j'évite de réutiliser les verbatims. Mais parfois, il y en a des très bons, des verbatims qu'on a envie de réutiliser avec plusieurs angles, ou bien pour illustrer un point. Et je ne pense pas que ce soit un problème pour la première soumission. Ensuite, il peut y avoir aussi une note de bas de page. Ensuite, si l'article est accepté, en disant en faisant référence à l'article, à l'autre article. L'article dans lequel c'est. Je voulais savoir si jamais les informations circulaient entre les revues. Quand j'entends l'exemple du même papier soumis avec des auteurs différents, non seulement c'est pas éthique, mais en plus c'est complètement débile. Mais est-ce que les revues entre elles font circuler ces informations, ou est-ce que voilà, c'est rejeté, puis on continue, on réessaye la prochaine fois dans une autre revue? En fait, il y a surtout une communication informelle. Tu nous l'apprends, mais ça rejoint une discussion qui avait été initiée à la FNEJ et puis qui a été refermée assez rapidement. En fait, l'idée c'était de dire est-ce qu'on pourrait signaler, faire tourner l'information, diffuser, faciliter la connaissance sur ces comportements-là. Donc là, la question c'était le plagiat, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on crée une plateforme, un groupe WhatsApp. Voilà, ça avait tourné court, mais ça montrait l'intérêt qu'on pouvait avoir aussi à s'informer les uns les autres de comportements non éthiques. Il n'y a pas de formulation explicite des choses. En fait, c'était rigolo parce que quand tu as posé la question, j'ai eu deux versions différentes. D'un côté, on m'a dit non, pas du tout. Et puis de l'autre, on m'a dit mais en fait, il y a une URL qui fait ça, qui donne l'historique de publication. Je redis ce que tu viens de dire, Emilia. Donc en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas de pratique standardisée. C'est sûr. Mais moi, j'ai parlé avec personne d'autres revues, en tout cas. Pour vos présentations, j'ai une question sur est-ce que vous avez des plans pour commencer des pre-registered reports, comme dans les journaux aux États-Unis, comme Cancer Research Management Science? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? So we have some track for registered reports, and it's really it's a very new thing. So the idea is that you submit your research proposal and you basically write down your whole research design, but you don't have the data yet, or you haven't done the analysis yet. And then the journal promises to publish whatever is the result, which is nice because if you have a null result, usually this does not get published. Huh? So there is a bias against publishing stuff that's find zero, even though it might be very interesting and time-saving for people to know, there is no relationship between these variables. So the beauty of the pre-registered report is you get this implicit commitment to no matter what your data will say, you get to publish it. That's the idea. It's still
I think it's a little bit risky, because if you find nothing, then it's not maybe a very interesting paper, even if it gets published, it might not be cited very much. But it's sort of one idea to sort of keep people honest and say, okay, we are going to do this, and then we'll see what gets out. Which problem is it trying to address? Basically, it's trying to address cherry picking, right? Where people run 1 million regressions and you pick the 100, the 5 that work. So only obviously some will statistically be significant. So it's sort of to guard against that. It's sort of, okay, we will run this regression or this data analysis and we will publish results. So that's sort of the idea behind it. It hasn't really taken off yet, but some people are very enthusiastic about it. But it does result in maybe less interesting papers.